Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. À quelques jours du MIPIM, voici Fabrice Aubert, directeur général adjoint de Nexity, venu parler avenir et innovation avec les notions d'immobilier opéré et d'immobilier fragmenté ou fractionné. Autant de manières pour l'immobilier de se réinventer, autant de manières de répondre à une demande en pleine mutation. Fabrice Aubert, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Le MIPIM approche désormais à grands pas et en quelques mots, j'aimerais savoir ce que vous présentez cette année au salon et puis aussi quelles sont vos attentes. Alors Nexity a présenté en septembre dernier un plan stratégique. Donc nous, on va se concentrer essentiellement sur le déroulé de ce plan stratégique. Ça veut dire 3 choses. La ville durable, c'est plus que jamais très important, y compris pour nos clients institutionnels. C'est l'immobilier opéré, dont on va reparler, je pense. Et puis c'est ce qu'on a appelé la lifetime value en bon français pour nos clients, c'est-à-dire les accompagner tout au long de leur vie immobilière en leur proposant des services et des biens complémentaires pour les équiper tout au long de leur vie. Quelles sont vos attentes ? Alors nos attentes cette année, elles sont notamment commerciales, puisque de plus en plus Nexity fait son métier auprès de partenaires B2B. Et donc on va aussi au MIPIM pour vendre, et puis évidemment continuer à travailler des projets nouveaux avec un certain nombre de partenaires qui soient collectivités, puisque le premier enjeu de notre métier, c'est de développer l'offre, évidemment, et puis de plus en plus de travailler autour des sujets de financement et d'épargne qui deviennent très complémentaires à ce qu'on fait, à la fois le financement de nos opérations et le financement de nos clients, donc plutôt pour le volet épargne, qui sont des sujets sur lesquels on va aussi s'investir de plus en plus. S'il est bien un salon qui porte l'idée de nouveauté, c'est celui du MIPIM. Et d'ailleurs, vous avez utilisé le mot nouveauté. Mais au-delà, toutefois, de l'idée même de nouveauté, on voit bien que chez Nexity, vous imaginez l'avenir et que ce mot d'avenir est très important et qu'il porte votre projet d'entreprise, Imagine 2026. L'avenir de l'immobilier, est-ce qu'il peut se lever, si je peux dire, par exemple, dans le concept d'immobilier opéré ? Oui, alors l'immobilier opéré, qu'est-ce que c'est, c'est un immobilier où on trouve des services et un opérateur, c'est-à-dire un exploitant qui vient s'occuper de l'immeuble et de ses occupants. Donc c'est pas de l'immobilier nu, si on peut dire. C'est pas juste un immobilier avec un property manager ou un administrateur de biens. C'est quelqu'un qui vient... pas forcément en présentiel, c'est évidemment beaucoup de numérique et de tech derrière tout ça, mais qui prend soin de l'immeuble et de ses occupants et qui importe, alors ça s'est passé d'abord dans le bureau avec le coworking, mais maintenant dans le résidentiel, un certain nombre de codes de l'hôtellerie ou de l'hospitality, où on trouve finalement une dimension très flexible, et une dimension servicielle et tout compris. Finalement, on est chez soi un peu comme à l'hôtel. Mais opérer, c'est jusqu'à quel point, jusqu'à quel degré de service ? Puisque vous avez parlé d'hôtellerie, mais alors, hôtellerie, ça veut tout dire presque. Donc, l'immobilier opéré se définit par quelle mesure de service ? Alors, c'est ça qui est rigolo, c'est que c'est encore une notion et un secteur qui se cherche, et finalement, tout est possible. C'est-à-dire qu'on voit des choses qui sont très opérées, si on peut dire, avec beaucoup de services. On trouve plutôt ça dans ce qu'on appelle le co-living aujourd'hui sur la partie résidentielle. Et de plus en plus, on voit poindre une offre de ce qu'on appelle le BTR, Build to Rent, qui est de l'immobilier qui a été conçu spécialement pour la location, avec une dose de service un peu plus légère que celle du co-living, des espaces communs aussi, puisque ça fait partie de la promesse, mais qui sont parfois moins meublés, on peut louer des espaces nus, et avec une dose de service un peu moins présente, parce que la communauté des résidents est un peu moins en demande sur ce type de segment-là. Voilà. Donc tout est possible, et notre travail aujourd'hui, c'est d'essayer de délimiter les parcours et des offres en fonction des besoins du client final, et des clients investisseurs qui font ça avec nous. Et donc avec un arc-en-ciel de possibilités, si je peux dire ? Exactement, oui. Oui, alors la spécificité du BTR by Nexity, si on peut dire, c'est qu'on a jusqu'ici surtout travaillé avec un opérateur dans lequel Nexity a une participation importante, qui s'appelle Urban Campus, et qui est un opérateur qui ne prend pas à bail, mais qui est un exploitant opérateur de cette offre de BTR, avec un cahier des charges spécifique, et qui a la particularité d'être, on va dire, particulièrement fort sur la partie animation de la communauté et des résidents,
et d'avoir une offre pour les clients institutionnels qui soit particulièrement bien taillée, en ce particulier qu'elle optimise parfaitement l'alignement des intérêts entre l'opérateur et l'investisseur. Dans votre phrase précédente, vous avez dit prendre soin, en fait. On prend soin du locataire. Et de mon côté, j'ai volontairement utilisé le verbe se lever. Est-ce que je me trompe en pensant que le locataire cherche désormais véritablement une expérience quand il est en location et que, au surplus, cette expérience doit être porteuse de bien-être et portée aussi par des valeurs via notamment, peut-être, un engagement environnemental fort et réel? Bien sûr, alors c'est deux volets de plus en plus d'une même pièce, puisque aujourd'hui le confort des occupants, il intègre une dimension écologique, énergétique, la santé dans le logement, le confort thermique sont des éléments qui appartiennent à ces deux mondes. Mais pour répondre plus directement à votre question, oui, il y a une promesse de confort et de bien-être dans les propositions qu'on fait en co-living et en BTR, autour de plusieurs notions. D'abord, c'est quand même une proposition de vie en communauté. On n'est pas du tout obligé de participer, mais tout l'intérêt finalement de cette expérience locative, c'est de pouvoir aussi rencontrer des gens, de fonctionner par affinité. Dans les résidences Urban Campus qui sont aujourd'hui ouvertes, notamment en Espagne, il y a une quantité astronomique de clubs, d'interactions entre les résidents qui, au bout d'un moment, se poursuit très facilement sans même l'intervention de l'opérateur. C'est une fois qu'on a mis la machine en route, la communauté elle-même qui s'anime, mais c'est une promesse de finalement rencontrer ses voisins. Et puis il y a une dimension de confort dans le fait de vivre dans une résidence opérée où si vraiment on le souhaite, on s'occupe de rien. On a quelqu'un pour venir faire les petits dépannages dans le co-living, on loue meublé. Enfin, il y a vraiment une dimension d'insouciance, si on peut dire, qui est aussi ce que les clients recherchent aujourd'hui. Rentrons dans l'aspect pratique des choses. Quelles sont vos réalisations récentes pour l'immobilier opéré ? Alors, dans l'immobilier opéré, chez nous, il y a finalement deux grandes sphères. Hein. Il y a évidemment quand même la sphère du bureau, donc Morning et Uptown, qui sont deux marques de coworking, fonctionnent de plus en plus fort et de plus en plus vite, on va dire, sur leur développement. Et elles ont vraiment développé ce qu'on appelle du bureau opéré. C'est-à-dire que c'est le même confort et la même qualité de service que dans un coworking, sauf que ça permet aux entreprises d'être chez elles. Finalement, elles prennent à bail et elles prennent le property management et les services de Morning ou de Uptown. Donc ça, c'est évidemment un élément fort de la promesse de l'immobilier opéré chez nous. Et dans le volet résidentiel, on a développé l'offre de co-living et on a pour la première fois en 2022 signé des opérations en build to rent, donc ce volet multifamilial avec Urban Campus. On a réalisé une première opération à Saint-Louis, près de la Foncière luxembourgeoise, avec nos partenaires de Swiss Life. Et on a signé en fin d'année des opérations avec Primonial en Ile-de-France et à Marseille, qui sont aussi des prototypes pour nous, donc qui ont été des jalons très importants dans le développement de cette offre. Prototype à l'aspect esthétique particulièrement abouti. Je pense par exemple à l'immeuble Archipel, d'ailleurs, qui porte tellement bien son nom, à Marseille. Oui, alors qui est effectivement un geste architectural. Oui. La particularité du BTR, c'est que il faut pour que... la vision à moyen terme, il faut pour que je trouve que ça a un sens et que ça marche, quand même qu'il y ait une dimension de marque autour de ça, et que à l'intérieur et peut-être un jour à l'extérieur, ces immeubles-là soient distinctifs, pour pas dire reconnaissables. Et donc on est très fiers et très contents que ça ait été déployé dans des beaux programmes. Et la particularité du BTR, c'est que finalement ça peut se déployer sur des immeubles résidentiels classiques avec juste une petite touche, qui passe notamment par la définition d'espaces communs et qui permet de déployer une offre à destination de la communauté des résidents. Donc on neutralise concrètement quelques appartements pour en faire des espaces communs pour la résidence. On va passer à une autre notion, celle d'immobilier fragmenté. On sait qu'il est devenu difficile en France d'accéder à la propriété, et notamment en 2022. Encore, là aussi, il faut être un petit peu plus précis, car les formes d'accès à la propriété ont évolué, et donc, je pense au fractionnement. Est-ce que l'immobilier fractionné, c'est désormais une troisième voie aux côtés des SCPI ou de la pierre papier ?
Oui, j'espère. Alors, l'immobilier fragmenté, finalement, ça repose sur une technique très ancienne, si on peut dire, qu'on connaît bien chez Nexity avec Perle, qui est on appelle ça démembrement quand on découpe l'usufruit et la propriété, mais finalement, il y a mille et une manières de découper la propriété immobilière. Et donc, c'est travailler autour de cette notion, être capable de prendre un bien qui vaut 100 000 euros et d'en faire 100 tickets de 1 000 euros, si on peut dire, pour baisser la marge d'accès à la propriété immobilière, qui aujourd'hui est très fortement conditionnée par l'accès au crédit, dont il ne vous aura pas échappé qu'il devient un petit peu plus difficile à réunir. Et donc, c'est un moyen de permettre à nos clients de faire de leur immobilier avec leur épargne plutôt qu'avec leur solvabilité finalement bancaire. Et la promesse de l'immobilier fragmenté, c'est que on peut finalement acheter des petits blocs ou des petites briques d'appartements, de biens immobiliers de toute nature, résidentiels ou pas d'ailleurs. C'est aussi la beauté de ce type d'investissement, c'est que en s'y mettant à plusieurs, on peut accéder à des propriétés immobilières qui ne seraient pas forcément accessibles pour un individu. Donc ça permet de se mettre à plusieurs pour faire des acquisitions de biens immobiliers qu'on a soi-même choisis. C'est pour ça que vous parlez, à mon avis à juste titre, de troisième bois entre la propriété directe, si on peut dire, et la SCPI, où la beauté de la SCPI et de la pierre papier, c'est qu'on s'en remet à un investisseur professionnel qui va investir et récolter les loyers et gérer un parc immobilier pour le compte des souscripteurs. Dans le cas de l'immobilier fractionné, on choisit soi-même, on compose soi-même sa SCPI dans le fond, mais en gardant une relation personnelle avec les biens qu'on a choisis. Et ça restera, à mon avis, toujours une des particularités de l'investissement immobilier, c'est qu'il y a une dimension affective dans les biens qu'on choisit. Et donc peut-être que ça s'imposera comme étant une troisième voie à la fois pour l'investissement immobilier. Et puis, pardon, je suis un peu long, mais je pense que c'est un univers riche et complexe qui mérite qu'on le détaille. C'est aussi un mode d'accès à la propriété pour des gens qui ont envie d'être occupants. C'est-à-dire qu'on peut finalement acheter qu'on n'y pense pas forcément. En co-investissement, un appartement pour y vivre. Et donc, de plus en plus, on explore aussi ces voies qui permettent de résoudre simplement les problèmes d'accès au crédit. Est-ce que la cible de clientèle est différente pour cette manière d'accéder à la propriété ? Alors, il y a du différent et du non différent. Le différent, c'est souvent les plus jeunes, des gens qui n'ont pas forcément envie de coupler la propriété et l'usage. De plus en plus, on sait que les nouvelles générations ont tendance à dissocier l'expérience d'usage du placement de leur épargne et de la propriété. Donc, c'est un moyen de proposer aussi une offre à ces nouvelles générations. Et là où il peut y avoir évidemment du complément, c'est des gens qui ont besoin de diversifier aussi leur épargne et leur portefeuille. On a des clients qui ont fait un Pinel ou un LMNP et puis qui ont envie qu'on leur propose autre chose aussi avec parfois des aspects complémentaires, puisque ça peut être plus intéressant d'investir un ticket un peu plus petit en fonds propres, par exemple dans un appartement qu'on achète, et de faire un peu de pierre papier à côté plutôt que de mettre toute son épargne, tout son apport personnel dans un même bien. Donc c'est un projet de diversification qui est complémentaire de l'investissement immobilier traditionnel. Et est-ce qu'il y a des avantages, notamment fiscaux, à envisager ce type d'investissement ? Alors, pas encore ? Là aussi, c'est là que c'est intéressant, c'est que finalement, avec un peu de droit et un peu de finance, on peut faire énormément de choses. Il y a de l'investissement immobilier qui peut être dit transparent fiscalement, c'est-à-dire qu'on peut trouver à travers des mécaniques, soit de pierre papier, soit d'immobilier fragmenté, exactement les mêmes avantages fiscaux que quand on fait de l'investissement direct. Il suffit de mettre en place les bons outils juridiques pour ça. Et puis, ça permet de faire des choses parfois un peu différentes en utilisant, par exemple, l'avantage fiscal de l'assurance vie ou du plan épargne retraite qui peuvent trouver des sous-jacents immobiliers. Et donc, en combinant ces éléments-là, on peut obtenir des choses qui soient extrêmement intéressantes et performantes d'un point de vue soit du rendement, soit d'un point de vue patrimonial ou fiscal. Et la dernière question, est-ce que vous avez construit une offre chez Nexity ? Alors, on est en train de la construire, donc c'est la bande-annonce, si on peut dire, mais on commencera à en dire un peu plus au MIPIM. Mais oui, ça fait partie de notre stratégie que de pouvoir proposer ce type de produit à nos clients, soit alternativement pour ceux qui n'auraient pas forcément la capacité à faire un investissement direct, soit effectivement en complément d'investissement immobilier pour ceux qui le souhaitent et qui s'intéressent. Voilà.
Et donc, on en reparlera très certainement de cette question. J'espère bien. C'est un virage, on va dire, Oui. stratégique important pour un groupe comme Nexity qui n'avait pas refait, si on peut dire, de la pierre papier depuis de nombreuses années. Et on pense que le moment est venu pour ça. Donc ça fait partie de ce troisième pilier que je mentionnais tout à l'heure, d'élargir la proposition de valeur pour nos clients et de pouvoir leur proposer tout au long de leur vie des investissements aussi avec des plus petits tickets, donc qui puissent être plus fréquents et sur lesquels on puisse vraiment animer une communauté d'investisseurs. Voilà. Un virage stratégique, est-ce que je peux aussi parler de virage sociétal d'une certaine manière ? Oui, je pense que ça épouse évidemment Oui. plusieurs mouvements sociétaux. D'une part, effectivement, la réalité de l'accès à la propriété immobilière aujourd'hui, Oui. c'est plus compliqué d'acheter un appartement. Et donc, il faut savoir présenter les choses de manière intelligente et un peu différente. Et puis, il y a aussi un mouvement de fond autour des finances personnelles. Les gens s'intéressent à leur épargne. Peut-être que les perspectives aussi d'épargner pour la retraite ne sont pas complètement innocentes là-dedans. Je ne ferai pas de lien abusif avec l'actualité, mais on voit aussi que les gens pensent à l'avenir dans des contextes aussi d'inflation. Enfin, il faut prendre soin de son argent et on va essayer d'essayer de proposer à nos clients des solutions pour ça. Merci beaucoup, Fabrice Aubert. Merci beaucoup.